Les patates chaudes sont à l'antenne. Pour la biodiversité et le climat, il n'est plus temps de se passer la patate chaude. L'association Agir pour tous et ses adhérents les patates chaudes Informe et forme pour agir plus efficacement. organisent des actions collectives, Détecte et soutiennent les bonnes pratiques et innovations à impact positif. Salut Quentin, de quoi nous parles-tu aujourd'hui ? Eh bien, après l'exceptionnelle douceur de la première quinzaine du mois de novembre, place au froid, Pierre-Emmanuel. Nous allons parler de ce premier coup de force du général hiver, une séquence remarquable aussi bien en plaine qu'en montagne. Enfilez votre doudoune, c'est parti. Alors si le flux de sud amène la douceur, j'imagine que le flux de nord amène le froid. C'est exactement ça. On doit cette séquence hivernale à une coulée d'air froid directement en provenance du pôle, amenant dans son sillage des températures bien inférieures au normal de saison, mais aussi, avec l'humidité, des chutes de neige très abondantes sur nos massifs montagneux. Ça, c'est bon pour les vacances de Noël, qui sont d'ailleurs dans une moindre mesure tombées jusqu'en plaine, notamment en Île-de-France où plusieurs centimètres ont localement été relevés. Alors peux-tu nous offrir un petit florilège des températures les plus remarquables ? Avec plaisir. En plaine, dans le nord-est du pays, les températures nocturnes sont descendues en dessous de moins 5 degrés avec un remarquable moins 9,2 degrés à Strasbourg le 23 novembre, valeur la plus froide pour un mois de novembre depuis 1998 et seule valeur du top 10 relevée au 21e siècle. Évidemment, le top 10 le plus froid. En ce qui concerne les valeurs diurnes, des journées sans dégel ont localement été observées. Notons également des valeurs nocturnes remarquablement froides en Provence où localement le thermomètre s'est abaissé également sous les moins 5 degrés. Nos montagnes ne sont pas en reste et c'est le moins que l'on puisse dire. On a relevé moins 10 degrés au Mont Aigoual, une première en novembre depuis 2007. Dans le Jura, le thermomètre s'est abaissé en dessous de moins 20 degrés avec moins 27,3 degrés à Combe-Noire et moins 26,3 degrés à la Brévine, au-dessus de 1000 mètres. La Brévine, la petite Sibérie suisse comme on l'appelle. Ce coup de froid n'a pas épargné les Pyrénées. Le 21 novembre, la température diurne au pic du midi, à 2880 mètres d'altitude, n'est pas montée au-dessus de moins 16,2 degrés, soit la température maximale la plus basse depuis 1999, rien que ça. Alors tu as bien dit moins 27, mais comment est-ce possible ? Eh bien, c'est une recette de fin gourmet, Pierre-Emmanuel. Il nous faut bien évidemment cette fameuse coulée polaire avec de l'air très froid en altitude. Tu mélanges le tout avec une nuit dégagée, de la neige au sol et un vent faible et tu obtiens une situation idéale pour avoir un intense rayonnement nocturne, le rayonnement infrarouge. Et cerise sur le gâteau, la topographie. Combe-Noire et la Brévine, c'est aussi vrai pour la célèbre Moute dans le département du Doubs, sont des stations situées dans des petites vallées en altitude creusées par l'érosion. Lors d'une nuit dégagée et sans vent, l'air froid descend le long des pentes pour venir s'accumuler dans le fond de vallée. Alors tu nous as aussi parlé d'un épisode neigeux remarquable en montagne ? Tout à fait, des chutes de neige très abondantes ont notamment concerné les Alpes du Nord, Savoie, Haute-Savoie et Isère, et ce dès la moyenne montagne, c'est-à-dire au-dessus de 1300-1500 mètres. Au-dessus de 2000 mètres, des hauteurs supérieures à 1 mètre ont été relevées, valeur localement située au niveau des records pour une fin novembre. Dans les Pyrénées, des hauteurs significatives ont aussi été mesurées, notamment à Lamongie et à Cauterets dans le département des Hautes-Pyrénées. Alors dans le jargon, on parle de blocage orographique. Peux-tu nous en dire quelques mots ? Et bien sûr, le blocage orographique, c'est quand les précipitations se bloquent sur un versant de la montagne. Pour les Alpes françaises, cette situation se produit en présence d'un flux humide d'ouest ou de nord-ouest. En cas de flux de nord-ouest, c'est bingo dès la moyenne montagne en raison d'un air plus froid à tous les étages. Pour les Pyrénées, orientées selon un axe longitudinal, c'est-à-dire un axe ouest-est, il faut un flux humide de nord-ouest ou encore mieux plein nord pour gâter les stations situées sur le versant français, cas typique de gavage neigeux à Lamongie ou à Cauterets. Les stations alpines et pyrénéennes vont être à l'affût de la météo quotidienne pendant les jours prochains. Oh oui, j'imagine surtout qu'il devrait à nouveau avoir des précipitations dans les 10-15 prochains jours sans avoir des températures en plus normalement trop douces. Pierre-Emmanuel, peux-tu nous parler des actions, pas des stations, mais des actions d'Agir pour tous, petite coquille ? Alors, avant de te parler des prochaines semaines, petit retour sur notre soirée du 20 novembre, en partenariat avec l'association Falco de Saint-Malo-de-Filly et la conférence d'Éric Médard. Nous avons eu beaucoup de chance de recevoir au cinéma Le Scénario de Bain de Bretagne ce photographe naturaliste professionnel, auteur de nombreux ouvrages. Écoutons-le, tout comme Agnès Girard, présidente de l'association Falco.
Bonsoir Eric, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Bonsoir, alors oui, moi je suis photographe naturaliste professionnel depuis une quinzaine d'années, au sens où maintenant je ne vis que de mes images. Et j'aime en particulier photographier la faune qui est la nôtre, celle qui vit vraiment sur le pas de notre porte, qui est juste à côté de chez nous et que beaucoup de personnes ne connaissent pas en fait, parce que pas le temps de la voir ou avoir oublié qu'elles existaient, tout simplement, ces bêtes sauvages. Donc c'est ce que j'aime le plus, c'est ça, c'est photographier à l'affût, attendre que les animaux rentrent en scène et les mettre en image du mieux que je peux. Alors ce soir, l'association Agir pour tous, en partenariat avec le cinéma Le Scénario et l'association Falco, organisait une soirée pour mettre en valeur ton travail. Qu'as-tu pensé de cette soirée ? Alors c'est une soirée très très riche. D'abord il y avait un monde incroyable, la salle était quasi pleine, donc ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, c'était une soirée d'échange, de questionnement, et puis j'ai pu expliquer les différentes manières, les différents affûts que j'utilise pour photographier la faune sauvage. Je crois qu'aussi on a découvert au travers d'une question que ton travail en fait ne consistait pas qu'à faire des photos, mais aussi il y avait une connaissance de pistage, connaissance sur les comportements animaliers qui était essentielle. Oui, c'est totalement essentiel. En fait, je dis souvent qu'avant d'être photographe, il faut d'abord être naturaliste. Parce que si on ne connaît pas ces animaux, on n'est pas en mesure de les photographier, au sens où d'abord on peut faire des bêtises, on peut tenter des images qu'il ne faudrait surtout pas faire. Et puis ça permet aussi de les trouver, de les deviner, et puis de savoir où attendre, quand attendre. Si on n'a pas toutes ces données-là, bien déjà que c'est une activité compliquée, parce que très souvent les animaux ne sont pas au rendez-vous. Mais alors si en plus on ne met pas toutes les chances de son côté en connaissant bien leurs habitudes, ça devient une chose impossible. Eh bien écoute, merci beaucoup Eric, et j'espère à une prochaine fois. Merci beaucoup à vous, et peut-être à une prochaine fois en effet. Bonsoir Agnès. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots l'association Falco ? Falco est une association qui est basée à Saint-Malo-de-Filly, qui est centrée autour de la présence du faucon pèlerin dans la carrière du Clos Pointu de Saint-Malo-de-Filly. C'est une association qui fêtera ses 10 ans l'année prochaine. Elle regroupe environ une soixantaine d'ornithologues ou de passionnés de nature qui ont pour vocation de transmettre leur passion. Très bien. Tu as organisé ce soir une conférence avec Éric Médard au cinéma Le Scénario, en partenariat avec l'association Agir pour tous. Comment ça s'est passé ? Qu'est-ce que tu en as pensé ? J'ai trouvé cette présentation très riche en termes de photos. Il y a une qualité de photo qui est impressionnante. Et aussi, le personnage d'Éric est quelqu'un on sent que c'est quelqu'un qui a une certaine éthique par rapport à la photo, qui passe énormément de temps à préparer ses affûts, énormément de temps à penser ces images, et ce qui fait que le résultat est magnifique, quoi. Très bien, écoute, je te remercie beaucoup. Et pour nos prochains rendez-vous, que va-t-il se passer ? Alors, pour les soirées de la biodiversité et du climat, nous ferons une pause en janvier, car le cinéma se refait une beauté, avec de nouveaux sièges. Bien sûr. Et en février, nous projetterons le film Shimla, une fugue des temps modernes. C'est l'aventure engagée de Victoria et Johan, le récit d'une génération en quête de sens qui refuse la résignation. Sans se connaître et sans avion, ou presque, ils ont rejoint l'Inde après avoir traversé 19 pays pour documenter les enjeux de l'eau dans le monde. Ils nous invitent à renouer avec l'émerveillement pour faire société. Évidemment. Et est-ce que tu as des nouvelles à nous donner sur la forêt comestible pédagogique ? Alors oui, plusieurs actualités. Une convention va être signée prochainement avec la commune de Bain-de-Bretagne pour déterminer le rôle respectif de l'association et des agents des espaces verts. Nous attendons également une date des élus pour l'inauguration de la forêt comestible. Après la plantation des pieds de vigne, nous avons planté un rang de noisetiers en bordure de l'amphithéâtre pour sécuriser le lieu. Enfin, nous allons élaborer un programme d'ateliers pédagogiques pour les petits et les grands. Et d'ailleurs, Ouest France vient de publier un article aujourd'hui qui illustre que les élèves du primaire comme les élèves du collège du Chêne Vert juste à côté sont venus donc profiter de l'amphithéâtre de la forêt comestible. Impeccable. Et j'ai cru voir que la plantation des vignes s'est faite sous une pluie battante par 4 degrés un samedi après-midi, n'est-ce pas ? Oui, c'était effectivement tourmenté, mais ça s'est bien passé.
Et quelles sont les nouvelles de Mobilité pour tous ? Alors, nous avons établi un plan d'action musclé pour faire entrer le site dans les usages des citoyens et notamment favoriser la solidarité pour les déplacements quotidiens. Une campagne de communication plus soutenue, une collaboration renforcée avec les collectivités locales et le recrutement d'animateurs mobilité bénévoles sur les 38 communes du territoire des Vallons de Vilaine. Et puis enfin, le développement de nouveaux partenariats. Alors, si vous souhaitez d'ailleurs devenir animateur mobilité bénévole dans votre commune, n'hésitez pas à nous écrire, donc contact.agirpourtous@gmail.com. Et bien sûr, retrouvez Mobilité pour tous à l'adresse mobilitépourtous.org. Impeccable. Et l'association propose également des interventions de sensibilisation auprès des entreprises et organisations. Peux-tu nous en parler un petit peu ? Oui, et j'ai un exemple très récent à te donner. Nous sommes intervenus hier au sein de la DGA-EMI, qui veut dire en fait Direction Générale de l'Armement, Maîtrise de l'Information, située sur la commune de Bru, au sud de Rennes. Le thème de l'intervention, les impacts environnementaux du numérique. Un chiffre pour prendre la mesure des enjeux. Aujourd'hui, le numérique représente 3 à 4% de l'impact carbone planétaire, soit plus que l'ensemble du secteur aérien. Et oui. Mais sa croissance exponentielle, dopée par l'IA, va multiplier par 2 ou 3 cet impact, ce qui n'est plus soutenable. Sans parler des limites concernant les ressources, métaux et terres rares. Cette fuite en avant fait du sujet et des actions à mener une priorité absolue à court terme. Et oui, tout à fait. Et avant de conclure, peux-tu nous rappeler comment rejoindre ou soutenir notre association ? Bien sûr, tu peux le faire directement sur notre site internet agirpourtous.org. La cotisation annuelle est de 10 €. Elle est gratuite pour les collégiens et lycéens. Et en cette période de fin d'année, tu peux bien sûr faire un don à l'association sur le site qui est déductible à 66% du montant de ton impôt sur le revenu. Et tu retrouves tous les épisodes de notre rubrique sur Spotify, Deezer et sur le site de Radio Laser, podcast. Les patates chaudes sont à l'antenne. Et parfait. Donc à bientôt Pierre-Emmanuel. Au revoir Quentin. Au revoir.